Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal sur A12 Télévision. Conférence des présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan. La présidente du Parlement français échange avec le président Alassane Ouattara. En Russie, une jeune fille de 26 ans arrêtée suite au meurtre du blogueur Vladen Tatarsky. Et puis en notant, la Finlande rejoint officiellement l'Alliance ce mardi. Merci de nous rejoindre depuis maintenant 72 heures. La présidente de l'Assemblée nationale française, Yaëne Braun-Pivet, séjourne à Abidjan sur invitation de son homologue ivoirien dans le cadre de la tenue de la conférence des présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce mardi, elle a été reçue en audience par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, avec qui elle a évoqué le renforcement des relations bilatérales entre Abidjan et Paris. Des précisions avec la télévision ivoirienne. Une visite de la présidente de l'Assemblée nationale française au président de la République de Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour lui rendre des civilités à l'occasion de son séjour en terre ivoirienne. C'est à la résidence du chef de l'État ivoirien à la Riviera Golfe que se déroulent les échanges en fin d'après-midi au cours de cette journée dominicale. À l'issue de cette rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale française indique avoir évoqué avec le président Alassane Ouattara les liens historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis très honorée de venir en Côte d'Ivoire pour mon premier déplacement en Afrique. Je suis extrêmement reconnaissante à monsieur Bitogo qui m'a invitée lors de sa venue à Paris et au président Ouattara que je remercie particulièrement pour son accueil. J'ai le bonheur et également l'honneur de conduire une délégation du Parlement français. L'importance de cette délégation montre les liens d'amitié et l'intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, porte à la Côte d'Ivoire. À l'initiative du président Ouattara, comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse. Vous avez la chance d'avoir un pays avec une jeunesse dynamique, une jeunesse qui représente aujourd'hui votre présent, mais surtout votre avenir. Et il était important pour nous, pour notre délégation, d'aller à leur rencontre. Cela nous permet de mieux comprendre votre pays, de mieux comprendre les aspirations de cette jeunesse et surtout de mieux comprendre aussi la force qui l'anime. Et donc nous savons que la Côte d'Ivoire, forte de cette jeunesse engagée, forte de ses atouts, est un pays qui a un avenir radieux. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible dans une politique de coopération, de co-construction, de partenariat que nous sommes en train d'inventer. À noter que la présidente de l'Assemblée nationale française est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne et de la session parlementaire de la francophonie prévue ce lundi 3 avril 2023 sur les bords de la lagune Ébrié. Et sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo, les forces rwandaises déployées dans le cadre de la force régionale ont pris le contrôle de Bunagana. C'est donc une étape décisive dans le respect des accords conclus dans le cadre du retour à la stabilité dans l'est de la RDC. Les rebelles du F-23 jusqu'à là, maîtres de la ville, continuent de s'en retirer progressivement. Les forces régionales d'Afrique de l'Est ont repris le contrôle de Bunagana, une ville stratégique de la République démocratique du Congo, tenue depuis plusieurs mois par les rebelles du M23. Les forces ougandaises qui s'y sont déployées doivent établir un point d'appui dans la région, donnant ainsi aux forces du M23 le temps de quitter les lieux. Le départ des rebelles de Bunagana était l'une des principales exigences de plusieurs cycles de médiation sur la crise dans l'est de la RDC, où plus de 120 groupes armés sont recensés. Cette localité est située à seulement 60 km au nord-est de Goma. Elle sert de centre pour les organisations d'aide internationale et la mission de maintien de paix des Nations Unies, la MONUSCO. La ville est également proche de la frontière avec l'Ouganda, ce qui en fait un point de transit important pour les marchandises importées en RDC.
Encore un membre de l'OTAN aux frontières de la Russie. Ce mardi, la Finlande intègre officiellement l'Alliance Atlantique une semaine après la ratification de son adhésion par les parlements hongrois et turcs. Le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, salue l'arrivée de ce 31e membre qui devrait suivre la Suède. C'est un jour historique pour l'Alliance Atlantique qui accueille officiellement ce mardi son 31e membre, la Finlande. Le pays nordique met fin à 3 décennies de non-alignement militaire pour se placer sous la protection de l'OTAN face à la menace de la Russie avec qui elle partage 1300 km de frontières. It will be a good day for Finland's security, for Nordic security and for NATO as a whole. Sweden will also be safer as a result. La défaite dimanche de la première ministre social-démocrate Sanna Marin aux élections législatives, battue par la droite, est sans conséquence pour l'alliance militaire, les grands partis et les Finlandais dans leur grande majorité étant favorables à l'adhésion à l'OTAN. Une cérémonie à Bruxelles va clore ce mardi une procédure d'adhésion accélérée, validée sur le tard par la Hongrie et la Turquie. Après la Finlande, la Suède espère à son tour obtenir bientôt le feu vert. L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a rebattu les cartes de la sécurité en Europe et renforcé la méfiance des pays du flanc Est vis-à-vis de Moscou. Vladimir Poutine espérait obtenir moins d'alliances atlantiques. Il a obtenu exactement le contraire, a rappelé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Après cette adhésion, le Kremlin pourrait décider de renforcer sa présence militaire le long de la frontière finlandaise. On a eu plus de peur que de mal dans le kibbutz Djiboa en Israël. Dans la soirée de lundi, des terroristes du djihad islamique, comme l'atteste une vidéo publiée en ligne, ont ouvert le feu sur plusieurs habitations sans faire de victimes. I24 News nous en donne des précisions. Lundi après-midi, au kibbutz Maale Gilboa, au niveau de la ligne verte. Cette vidéo a été publiée par le djihad islamique et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Elle montre, selon eux, des terroristes ouvrir le feu sur des maisons du kibbutz Maale Gilboa depuis le nord de la Samarie, avant de prendre la fuite. Les forces de Tsahal ont ouvert une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de l'attaque. Les habitants de la localité israélienne ont reçu l'ordre de rester chez eux. Selon les premières informations, les terroristes seraient originaires de la région de Jenin, en Cisjordanie. Un habitant du kibbutz a déclaré avoir remarqué un véhicule arrêté près de la clôture de séparation en direction de Jenin. L'attentat n'a pas fait de blessés, mais 4 maisons ont été touchées par les balles. Le djihad islamique a revendiqué l'attaque. Le terrorisme en Samarie, dans le Goucher de Sion, à Elad et à Tel Aviv est le même terrorisme qui menace l'ensemble de l'État d'Israël. Quiconque trace une ligne imaginaire et pense que les problèmes de la Judée et de la Samarie ne s'appliquent qu'à cette région ne comprend pas que les terroristes cherchent à détruire l'ensemble d'Israël. Selon la vidéo publiée par le djihad islamique, le groupe terroriste s'est minutieusement préparé avant de passer à l'acte. Ce n'est pas la première fois que des Israéliens sont la cible de tirs palestiniens, mais les attaques se produisent généralement en Cisjordanie. Cibler des civils israéliens au-delà de la ligne verte est plus rare. En Russie, il n'aura pas fallu longtemps aux autorités pour mettre la main sur la principale suspecte dans l'attentat de dimanche qui a coûté la vie au célèbre blogueur militaire Vladlen Tatarsky, tué dans une déflagration à l'intérieur d'un café de Saint-Pétersbourg. Il s'agit de Doria Petrova, une jeune femme de 26 ans qui serait passée aux aveux. La Russie affirme que les services secrets ukrainiens sont à l'origine de l'explosion survenue dimanche dans ce café de Saint-Pétersbourg. La déflagration a causé la mort d'un célèbre blogueur, fervent défenseur de la guerre en Ukraine. Les enquêteurs ont annoncé l'arrestation ce lundi de cette citoyenne russe de 26 ans, Daria Trepova. La police a ensuite diffusé une vidéo d'elle admettant avoir apporté l'explosif, tout en refusant de dire d'où provenait la bombe. Selon Moscou, le blogueur Vladlen Tatarsky a été tué par des proches de l'opposant Alexei Navalny, recruté par Kiev.
L'Ukraine a démenti les accusations de Moscou, estimant qu'il s'agissait plutôt de terrorisme intérieur dû à des rivalités au sein du régime russe. En France, Marseille reste sous le choc plus de 24 heures après la fusillade qui a fait 3 morts et moins 3 blessés dans la ville dans la nuit de dimanche à lundi. Cette tuerie serait liée, d'après les premiers indices des enquêteurs, à un trafic de drogue. J'ai envie de rentrer chez moi et me cacher là. Je suis triste. J'ai peur. Mais je vais me faire tuer moi aussi, ça tire en ville, c'est grave quand même. Pourquoi vous avez peur? Mais encore j'ai peur. J'ai un collègue à moi, il se fait tuer en ville, Massabo, La Joliette. Bon, moi c'est impossible de tuer des gens ici. C'est chaud là. Vous disiez c'est un bon collègue à vous, c'est ça? Ouais, c'était vraiment mon collègue. On était ensemble hier, on était calés ensemble. Je suis rentré, je dors, je me réveille, je vois mon collègue, il est mort. C'est choquant quand même. Ça doit être entre patrons ou quoi ça? Entre grands grossistes ça. Rien à voir avec les jeunes d'ici. Les patrons de quoi? Les patrons de drogue, ou ça doit être un patron de drogue ou quoi là. La liberté de la presse est en danger dans le Sahel. C'est ce qu'a en tout cas indiqué dans un rapport sans frontières de... La liberté de la presse, déjà compromise au Sahel, est de plus en plus en danger depuis que des militaires ont pris le pouvoir dans plusieurs pays, a indiqué ce lundi Reporters sans frontières dans un rapport. Depuis 10 ans, la presse locale et internationale ferait face à une dégradation constante de ses conditions de travail, a précisé la même source. La liberté de la presse dans ce contexte difficile est à rude preuve dans le Sahel, et nous avons dit que quelles que soient un peu les attaques terroristes, les ripostes des forces armées, l'information crédible, fiable, indépendante doit pouvoir rester, et c'est le plaidoyer que nous avons mené. Selon l'ONG, les radios communautaires seraient devenues la cible des attaques djihadistes car elles n'adhèrent pas à leur cause. L'on connaît enfin les noms des 4 membres d'équipage qui feront partie de la prochaine expédition sur la Lune de la NASA qui aura lieu en novembre 2024. Des innovations majeures à constater dans la composition de cette équipe, la présence d'un homme de race noire et d'une femme. Après des mois d'attente, la NASA a enfin révélé les noms des 4 élus pour sa prochaine mission sur la Lune. Les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman et l'astronaute canadien Jeremy Hansen feront partie de la mission Artemis II. Le premier voyage habité vers le satellite de la Terre depuis 1972. Le lancement est prévu pour le mois de novembre 2024. La mission doit durer 10 jours. Les astronautes passeront la plupart du temps dans la capsule Orion qui se détachera de la fusée une fois dans l'espace et fera le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Cette mission ouvrira la voie à Artemis III qui sera lancée en 2025 avec pour but d'atterrir sur la Lune. La NASA aimerait y établir une présence durable avec une base qui servira de laboratoire d'essai pour une mission encore plus complexe et lointaine, l'envoi d'un équipage sur Mars. Le coût estimé de cette mission est d'environ 100 milliards de dollars.
On se rend au Cap en Afrique du Sud où se déroule actuellement le World Travel Market Africa. Cet événement démarré lundi pour s'achever demain mercredi 5 avril est l'occasion pour les pays africains de travailler sur les perspectives de développement de leur secteur touristique. Le tourisme étant en plein essor sur le continent. Le secteur du tourisme est en plein essor en Afrique alors que l'industrie tente de se remettre des dommages causés par la crise du Covid-19. C'est le sentiment exprimé par les exposants du World Travel Market Africa qui se tient cette année au Cap, en Afrique du Sud. Pour Carole Weaving, l'une des organisatrices, l'édition 2023 est un succès. Le nombre d'exposants a bondi de 35% par rapport à l'année précédente. Cette année, nous avons 577 exposants, ce qui représente une croissance de 35%. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous sommes le seul salon entrant et sortant du continent. Cela prouve qu'il y a beaucoup d'échanges intra-africains. Sur le plan international, on peut également constater que l'Atlas de l'océan Indien est présent, avec les Seychelles, la Réunion et Madagascar. Cette année, le commerce intra-africain est l'un des thèmes phares du World Travel Market Africa puisqu'il doit permettre de booster la croissance du continent. S'agissant du tourisme, des États comme les Seychelles pensent que cela agira comme un catalyseur, tant sur le plan économique que pour la promotion culturelle du pays. La nouvelle stratégie déterminée par notre ministre du Tourisme est d'introduire nos activités culturelles pour les mettre davantage en avant. Nous avons une histoire à raconter aux autres, notre nourriture, notre musique à présenter. Et nous en tant que peuple, car nous ne sommes pas qu'une île exotique. De son côté, le Zimbabwe, qui a fait du tourisme un pilier central de sa stratégie nationale de développement, espère porter à 5 milliards de dollars cette industrie d'ici 2025. Dans le cadre de notre stratégie nationale de relance du tourisme, nous prévoyons d'atteindre une économie touristique de 5 milliards de dollars d'ici 2025. De plus en plus difficile en République démocratique du Congo avec la crise monétaire qui frappe le pays. Le franc congolais a lourdement perdu jusqu'à 15% de sa valeur, notamment en raison des dépenses liées aux conflits armés ou encore aux arriérés de salaire. Conséquence, les prix des denrées alimentaires flambent sur le marché. En République démocratique du Congo, les habitants peinent à se procurer des produits de base. C'est en partie dû à la chute de la monnaie locale, au paiement des arriérés de salaire et aux dépenses de guerre qui ont fait grimper les prix dans le pays. C'est souvent des commerçants qui viennent auprès de nous pour solliciter des dollars. Ils ont toujours besoin de dollars, ils n'ont pas besoin des francs congolais, ils ont besoin de dollars. Depuis le début de l'année, le franc congolais s'est déprécié d'environ 5% par rapport au dollar américain, frappant le plus durement les plus pauvres. 2000 francs congolais s'échangent habituellement contre 1 dollar, mais le taux de change est passé à plus de 2320 francs pour 1 dollar, selon les derniers chiffres de la Banque centrale. Cette augmentation des prix nous dérange parce que la vente n'est pas bonne. Des bénéfices que nous avons l'habitude de faire et qui nous aident à payer le loyer, les factures d'eau et d'électricité ne sont plus disponibles. Nous n'achetons qu'un seul sac pour le vendre au détail. Si l'on ajoute à cela l'inflation mondiale et une économie tributaire des importations et des dollars américains, de nombreux Congolais ressentent de fait les effets de la crise. Ici, le transport est vraiment difficile. Nous sommes venus prendre le bus qui dessert la route de pompage. On nous demande de payer 2000 francs congolais chacun, alors que le gouvernement avait fait une communication en disant que le prix du transport a baissé, mais nous ne comprenons pas. Mais c'est le ministre de l'économie, il doit faire de son mieux. C'est le ministre qui doit travailler avec ses conseils pour, en tout cas, stabiliser la monnaie. C'est le ministre qui doit s'attendre avec la banque. Selon un expert économique, le pic de dépenses de la RDC à la fin de l'année 2022 a entraîné un afflux de francs congolais sur le marché et une forte demande de dollars.
Et puis l'actualité sportive de ce journal nous emmène au Malawi, où le directeur technique national coopté par l'association de football du Malawi, Mario Marinica, ne sera pas reconduit à son poste à la fin de son contrat qui expire le 30 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé la fédération qui met en cause le risque de non-qualification de l'équipe pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'association de football du Malawi, FAM, est à la recherche d'un nouvel entraîneur principal après avoir annoncé que le contrat de Mario Marinica ne sera pas renouvelé. Le coach anglais d'origine roumaine avait pris ses fonctions de directeur technique en novembre 2021. Il avait notamment aidé à la qualification de l'équipe malawite au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois l'année dernière au Cameroun, où ils avaient finalement été battus 2-1 par le Maroc. Mais la défaite 4-0 contre l'Égypte à Lilongwe lors des qualifications de la semaine dernière a significativement diminué les chances du Malawi de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. La FAM indique que le contrat de Marinica expirera le 30 avril 2023 et qu'il partira en congé à cette date. C'est la fin de cette édition du journal sur A12 Télévision. Rendez-vous demain 19h30 sur la chaîne d'ici et d'ailleurs.